les thématiques dont vous avez beaucoup parlé, sur lesquelles on a l'habitude de vous entendre, puisque vous prenez la parole depuis longtemps, c'est beaucoup celle de la dette. Vous alertez depuis longtemps, hein, la dette, le déficit, etc. On en a d'ailleurs beaucoup parlé dans le premier sommet. Et pourtant, c'est pas le cœur de votre discours aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas tant nous parler de la dette que de nous parler des citoyens. Oui. Et pourquoi est-ce que c'est devenu le sujet central aujourd'hui ? Parce qu'en fait, oui, moi, mon but, c'est justement donc de démocratiser l'économie, mais c'est également de protéger les Français, de sauver également l'économie française. Or, aujourd'hui, malheureusement, il faut le comprendre, donc nous sommes numéro 1 du monde des impôts. La France, ah oui, j'attendais, numéro 1 du monde, je me suis demandé... Ah ouais, non, c'est pas la Coupe du Monde, hein, c'est pas, non, nous sommes numéro 1 du monde des impôts, numéro 1 du monde des dépenses publiques, et ça continue, il n'y a toujours pas de croissance. Donc c'est ça, moi, ma crainte, c'est que l'État ait envie de, justement, ponctionner là où... pour faire mal aux Français, entre guillemets. Donc ponctionner l'épargne. Notamment, effectivement, sur l'épargne. Ça peut, alors ça peut prendre plusieurs formes. Je ne veux pas tout dévoiler, parce que j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais c'est vrai que il y a quand même ce danger qui aujourd'hui est là. Et donc, moi, c'est ça que je trouve insupportable. Mais vous le voyez bien. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau, hein. Moi, je me rappelle, c'était, je crois, en 2008, à l'époque de la crise 2008. Ouais. Donc, à l'époque, c'était un autre gouvernement qui était là, c'était Sarkozy, etc. Et j'avais des ministres, j'avais fait une conférence comme ça, qui m'avaient dit, mais attendez, il y a beaucoup d'épargne en France. Donc, pourquoi pas, si on prend un petit truc de cette épargne, tout ira bien. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'effectivement, on vous dit, la dette publique française, c'est 3 500 milliards d'euros, bon, à peu près. Et on vous dit, il y a 6 500 ou 6 600 milliards d'euros d'épargne des Français. Et ben alors voilà, c'est la garantie, vous voyez. Mais ça, c'est très dangereux. Parce que, comme son nom l'indique, la dette publique, c'est public. L'épargne, c'est privé. C'est ce que je veux dire. Donc, non, ça, c'est de la spoliation. Donc, pour moi, ce discours, pour moi, est très dangereux. Et puis, quand on vous dit, oui, alors voilà, il y a les méchants riches qui ont de l'épargne, etc., il faut les taxer. Je vous rappelle que la plupart des Français qui ont de l'épargne, je ne parle pas des très riches, parce qu'ils sont déjà plus là, donc on s'en fiche. Je parle des gens qui ont mis toute leur vie à constituer leur épargne. C'est ce que je veux dire. Et donc, on leur dit, ah ben non, toi, on va te taxer. Et puis, pareil sur les successions, on dit, oh, il faut taxer les successions. Mais elles sont déjà taxées, les successions. C'est ce que je veux dire. À partir d'un certain niveau, c'est 45%. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de personnes qui ont un peu d'argent, eh ben, ils quittent la France quand ils arrivent à leur vieux jour. Donc, cet argent, il fuit la France. C'est horrible. Il faut le garder. Il faut le garder chez nous. D'autant que notre épargne, elle a une utilité. C'est-à-dire que, fonction des supports où on la place, ça peut financer des HLM, ça peut financer des entreprises locales, le tissu de PME. Bien sûr, bien entendu. Et, alors, pour tout vous dire, pas longtemps, je fais une conférence en Suisse. Et donc, parce qu'on sait très bien que les Français, justement, ils cherchent des placements où placer, où mettre leur argent. Surtout si on nous ferme les comptes en France, parce que je veux dire, les comptes bancaires. Bien, incroyable, aujourd'hui, les banques suisses, elles refusent les Français. C'est vrai, ça, j'ai entendu dire ça. Si vous n'avez pas 1 million d'euros, c'est-à-dire qu'il faut un certain montant de trucs, un certain montant, on dit non, c'est dangereux. Donc, il n'y a plus de place. C'est ce que je veux dire. Bon, sauf si vous êtes suisse, bien sûr. Hein. Si vous êtes franco-suisse, ça passe. Mais bon, ça veut dire qu'il y a une demande énorme. Et c'est ça qui aujourd'hui est inquiétant, c'est que tous ces discours qui font peur, c'est pas mes discours, encore une fois. Moi, je suis contre justement ça, bien entendu. Mais le fait de dire, attendez, la dette publique, c'est pas méchant. Il y a l'épargne des Français, elle peut être en caution. Pas du tout. L'épargne des Français, c'est privé. Vous voyez. Donc, qu'on ne se trompe pas. Ce ne sont pas les riches qui vont payer. Comme toujours, c'est la classe moyenne. Donc, qui va encore s'appauvrir. C'est ça, celui qui est dangereux. Hein. Je l'évoquais un petit peu rapidement à la première émission. C'est que le danger de la France aujourd'hui, c'est que sa classe moyenne, elle est en train de s'appauvrir. Elle est en train de tomber. Le taux de pauvreté est en train d'augmenter en France. Vous voyez, donc, c'est ça. Ce qui est dangereux, c'est la classe moyenne justement inférieure qui est en train de tomber dans la pauvreté. Et ça peut faire une crise sociale et sociétale dramatique. Ouais. Vous voyez. Et on a vu, hein, c'est déjà produit, où justement, on se dit, finalement, l'épargne des citoyens, ça permet de compenser certaines pertes, etc. Mais ça, c'est dramatique, parce que, en plus, c'est un fusil à un coup. Vous faites ça une fois, vous ne pouvez pas le faire 2 fois. Après, évidemment, il y a une fuite, effectivement, de cette épargne. Donc non, moi, je dis aujourd'hui, il faut rassurer. Et c'est vrai que quand on regarde, parce que tout à l'heure, je parlais de la dette publique, 3 500 milliards, en fait, ça, c'est la dette publique officielle. Mais, en fait, c'est une norme comptable. En Europe, en France, on dit, quand on regarde la dette publique, on regarde la dette publique effective, actuelle. On ne parle pas du hors-bilan. Or, le hors-bilan, c'est d'ailleurs les engagements de l'État qui ne sont pas encore actuels, mais qui sont engagés par l'État. Par exemple, le paiement des retraites des fonctionnaires. C'est un engagement de l'État, l'État doit payer. Mais on dit non, ça c'est pas de la dette, c'est la dette future, donc on ne le met pas dans la dette actuelle. Mais si vous ajoutez le hors-bilan, vous savez combien se monte la dette publique française ? 7 500 milliards d'euros. Oui, donc là,
3500, 7500. Ah oui. Donc même si vous vendez tous les actifs de l'État français, la puissance publique française, c'est à peu près 4500 milliards d'euros, et il manque 3000 milliards. Alors justement, si on essaye d'étudier un peu les scénarios possibles, quelle pourrait être notre trajectoire? C'est-à-dire qu'on ne va pas reparler du Venezuela qui est un peu lointain, mais si on se penche sur ce qu'on a pu connaître en Europe, il y a eu Chypre, il y a eu la Grèce. Est-ce que c'est un scénario à la Grèce vers lequel on se dirige? Est-ce que c'est complètement différent aujourd'hui en termes de situation française? Pour tout vous dire, je l'évoquais la dernière fois, hein, quand moi j'ai participé, enfin j'étais au cœur de la crise grecque, si vous voulez, j'allais beaucoup là-bas, et je me souviens au début je faisais des conférences, et parfois certaines banques me disaient « Bon Marc, tu dis pas que les taux d'intérêt vont augmenter ». Je dis « Ben si, c'est ma prévision ». « Ah non, mais tu le dis pas, nous on te paye pour ça, tu dois dire ». Non, ça marche pas comme ça avec moi. Si vous voulez, je viens pas, ouais. mais je peux pas dire ce que je ne pense pas. Et donc ça les énervait, etc. Et je me rappelle, il y avait une conférence, il y avait le ministre grec de l'époque, ministre de l'économie de l'époque en Grèce, et il était agacé un peu par mon discours, il a pris la parole. Attendez, il me dit, nous ne sommes pas l'Argentine, nous sommes la Grèce. On n'a rien à voir avec l'Argentine, donc arrêtez il nous arrivera jamais ce qui s'est passé en Argentine. Puis quelques mois plus tard, on a vu ce qui s'est passé. Ben aujourd'hui, on a le même discours en France. Attendez, nous sommes la France, nous ne sommes pas la Grèce. Vous voyez, ça peut nous arriver, mais ça sera pire. Parce que la Grèce, c'était 350 milliards d'euros de dette. Nous, c'est 3500 milliards. Vous voyez, il y a un zéro de plus. Donc, mais la taille de notre économie n'est pas la même non plus. Évidemment. Mais en termes de pourcentage par rapport au PIB, vous voyez, aujourd'hui, on sera bientôt à 120% de dette par rapport au PIB. Ce qui compte, c'est l'augmentation. Je l'évoquais la dernière fois. 56 points de PIB d'augmentation depuis 2000. C'est énorme. Vous voyez. Donc, c'est plus soutenable. Donc, c'est en cela que, par exemple, on me dit parfois, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps en disant le FMI bientôt à Paris. Parce que ça aussi, personne n'en a parlé. Moi, ça m'a... Mise sous tutelle. On n'est pas là, mais moi, ça m'a quand même estomaqué. Le FMI, si vous voulez, tous les ans, il fait une étude sur les grands pays, notamment sur la France. Là, cette année, donc c'est sorti là le 21 mai, il a sorti une étude dans laquelle il dit tout simplement que le modèle français n'est plus soutenable. Vous vous rendez compte ? Oui, mais ça on le sait. En tout cas, le modèle social. De la part du FMI, c'est des termes forts. Et il dit qu'en gros, il ne fait pas du tout, il n'est pas du tout convaincu que le déficit public va baisser, etc. Donc, ce sont des termes forts. Ça veut dire qu'en gros, le FMI, bon, la Cour des comptes, elle fait depuis des années, mais on ne l'écoute pas. C'est le FMI, même si, bon, le FMI n'a pas de pouvoir sur la France. Mais, alors, justement, j'avais fait cette vidéo en disant, voilà, le FMI bientôt à Paris, pour l'interrogation. Hein. Et alors, on me dit, non, mais c'est pas possible. Effectivement, le FMI ne viendrait pas à Paris. Parce qu'il ne peut rien faire pour la France, le FMI. La dette grecque, c'était 350 milliards. Donc le FMI, la BCE, les pays européens, on a pu dire. Là, c'est 3500 milliards. Qui peut refinancer 3500 milliards? Personne. Même le FMI. Donc, comment dire que on va devoir se débrouiller tout seul. Donc c'est là où ça devient dangereux. C'est qu'effectivement, on va se dire, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir ponctionner davantage? Donc moi je dis, il faut absolument éviter d'en arriver là. Donc il faut qu'on retrouve justement une dynamique, qu'on inverse la dynamique, qu'on retrouve une dynamique de baisse de dette publique. Sinon, à la fin... Par la création de croissance, par exactement, quoi? par la création de croissance. Parce que quand on me dit, par exemple, aujourd'hui, je trouve ça complètement incroyable, si vous voulez, on me dit, enfin on le voit d'ailleurs, c'est ce qu'il y a dans le budget 2026, hein, on augmente les impôts pour nous dire, voilà, on va avoir plus de recettes fiscales. C'est ce qu'on apprend aux étudiants en première année d'économie. Moi, j'étais prof à la fac, et à Sciences Po également, mais par exemple, Panthéon-Sorbonne, et je cite ma première fac, et ensuite Sciences Po, j'ai arrêté parce que ça me convenait plus. Parce que quoi, on a dit qu'il fallait enseigner un peu, faire de l'éducation auprès des plus jeunes. Ouais, mais bon, j'ai enseigné pendant des années, si vous voulez. Le problème, c'est un problème de temps. Je n'ai plus le temps, si vous voulez. Et c'est vrai que moi, j'aime transmettre, mais avec aujourd'hui les nouveaux moyens de communication, voilà, YouTube, etc., enfin, tous ces, voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est formidable. C'est-à-dire qu'on a d'autres moyens de communication, et je trouve que les étudiants, parfois, justement, c'est ce qui m'avait un peu déçu, pas toujours, heureusement, il y a vraiment des étudiants qui sont motivés, mais notamment quand j'étais à Sciences Po, voilà, ils n'étaient pas dans le mouvement. Alors c'est vrai qu'ils étaient un petit peu embrigadés, hein, parce que moi, notamment, j'avais des étudiants en second semestre qui n'avaient jamais fait d'économie. Donc au premier semestre, on leur donnait un cours d'initiation à l'économie, qui était donné ce cours par l'économiste de Mélenchon de l'époque, si vous voulez. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour vous dire qu'il s'était un petit peu orienté. Donc, moi, quand j'ai récupéré, si vous voulez, au second semestre, il fallait tout refaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait du boulot. Bon, blague à part. Voilà, donc c'est pourquoi... non, c'est important, encore une fois, mais aujourd'hui, on peut toucher. Et moi, franchement, c'est ça qui est formidable avec... bon, je parle de la pub pour YouTube, mais on voit qui regarde vos vidéos. Je trouve ça formidable. On sait qu'il y a plus ou moins l'âge qu'ils ont, etc. C'est combien... Et je vois, c'est ça qui me fait plaisir, qui me fait chaud au cœur, c'est qu'il y a plein de jeunes. D'accord. Donc il y a un frémissement quand même de changement dans la société, d'intérêt pour cette thématique. Il y a des jeunes qui malheureusement, là c'est vraiment, on veut tout casser, on veut voler l'argent des riches, etc. Moi je dis souvent, encore une fois, comme je l'évoquais la dernière fois, moi je viens des cités HLM d'Orly. Quand
quand j'étais dans ma cité HLM où j'avais très peu de chances de m'en sortir, je voulais pas voler l'argent des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais réussir. Vous voyez? Là, aujourd'hui, on vous dit, ah ben, il y a des riches, des méchants riches, il faut leur piquer leur fric. C'est quoi cette affaire? C'est pas une dynamique, c'est pas positif, c'est pas constructif. Vous voyez? Moi, je suis pour la construction, la création. Eux, c'est des destructeurs, ils veulent détruire. Les gens qui ont mis toute leur vie à mettre un petit peu d'épargne, on va les taper. Maintenant, ils ont un fait de mal. Et par contre, alors, les narcotrafiquants, etc., eux, on les laisse faire. Vous voyez? Donc non, c'est très dangereux. Donc ça, voilà. Donc on revient sur notre idée de création de richesse et de croissance, que ce soit à un niveau individuel. Donc voilà, ce que j'allais vous dire, collectif. c'est qu'effectivement, merci Ingrid, c'est que quand aujourd'hui on me dit, oui, on va augmenter les impôts, tout va bien se passer, donc ce qu'on apprend en première année d'économie, quand vous augmentez les impôts, on l'a vu dernièrement, ça casse l'activité économique, donc ça réduit ce qu'on appelle l'assiette fiscale, donc vous ponctionnez plus mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, il y a moins de recettes fiscales. Donc, évidemment, il y a plus de déficit. Donc ça ne marche pas. C'est encore ce qu'on appelle la fameuse courbe de l'affaire, trop d'impôts tue l'impôt, mais on l'a vu, ils ont essayé avec les yachts. Maintenant, il n'y a plus de yachts en France. Évidemment, ils ont taxé les yachts. Pareil sur les petits colis. Oui, mais les petits colis, maintenant, ils sont livrés à Amsterdam. Encore une fois, mais c'est un manque de discernement incroyable. Pourtant, ces gens, ils sont intelligents. Enfin, j'ai l'impression, je sais pas, bon bref, c'est ça moi qui m'inquiète. C'est que les gens qui ont fait des études, etc., mais ils sont tellement hors sol. Ils ne sont pas dans la réalité. Parce que ça, c'est une question que j'avais, ceci dit, pour vous. Oui. C'est-à-dire qu'on se demande, mais vous avez commencé à y répondre, est-ce qu'ils sont hors sol ou est-ce qu'ils tiennent un discours de façade et qu'ils sont inquiets dans les coulisses quand vous les fréquentiez? Il y avait une inquiétude qu'on essayait d'éviter de communiquer. Oui, il y a un peu les deux. Je pense que c'est en train de changer. Maintenant, ils sont quand même conscients de ce qui se passe plus ou moins, mais ils sont dans le déni. Tu vois, non, tout va bien. Vous exagérez. Regarde, on a vu ils vous donnent voilà, Choose France. Ah ouais, il y a eu plein de capitaux, oui, mais ça crée pas d'emploi. Ah mais c'est pas grave, c'est quand même une bonne nouvelle, il faut la dire. Bon, c'est ça qui est dramatique, c'est que ils n'acceptent pas là, et c'est dangereux. C'est dangereux parce que la base, c'est comme en médecine. La base, c'est qu'ils font le bon diagnostic. Si vous ne voyez pas le bon diagnostic, ben évidemment, vous allez avoir les mauvais médicaments. Donc, c'est ce qu'on fait chez nous. Donc là, on a mauvais diagnostic et par conséquent, potentiellement, mauvaise mesure économique qui devrait tomber. Moi, je suis pour ce que j'appelle une thérapie de choc bienveillante. Ça fait des années que je la préconise. Qu'est-ce que ça fait dire, ça? Alors, une thérapie de choc bienveillante, ça veut dire on va pas faire la saignée, vous voyez, on va pas faire la rigueur pour la rigueur. Il faut être bienveillant. Aujourd'hui, les Français, ils ont peur. Moi, je le vois tous les jours, ils sont inquiets. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les Français ne font plus d'enfants. C'est la première fois que c'est arrivé en 2025, le taux de natalité est passé sous le taux de mortalité. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de France depuis la Seconde Guerre mondiale. Il se passe quelque chose. Il y a une perte un peu de l'espoir, une crise de l'espoir. Voilà, donc il faut redonner l'espoir. C'est quoi l'espoir? D'où vient l'espoir? C'est le pouvoir d'achat. C'est le fait de dire, mais ce que me disait, me rappelle mon père à l'époque, je raconte ma vie, il me disait, je sais que toi, tu réussis, tu seras plus haut que moi. C'est ça en fait. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de Français ne sont pas sûrs que leurs enfants seront mieux qu'eux. Et on le voit aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est l'erreur quand on veut taper sur les retraités, on dit ouais, il faut les taper, etc. Les retraités aujourd'hui, ils aident leurs enfants, ils aident leurs petits-enfants. Pas tous, malheureusement, mais bon. Ça, c'est une des choses aussi que vous voyez comme mesure qui pourrait être prise et qui pourrait... Alors, je reviens sur ma thérapie de choc bienveillante. Oui. Pas compliqué. Il faut baisser les impôts. D'accord. Nous sommes numéro 1 des impôts. Il faut faire exactement l'inverse de ce qui est préconisé aujourd'hui. Il faut baisser massivement les impôts d'au moins 50 milliards d'euros. Mais pas que pour les entreprises ou que les ménages, pour les deux. Pour les entreprises, impôt sur la production par exemple. Pour les ménages, la CSG. D'accord. Et la CSG, c'est assez amusant, entre guillemets. C'est-à-dire, à la base, c'était créé en 91 par Michel Rocard. Il a dit, bon, vous inquiétez pas, ça sera 1%. Ouais. D'où, c'était pour financer la sécurité sociale. Le fameux trou de la sécu, comme on dit. Bon, sauf qu'aujourd'hui, on est en 2026, on est à plus de 9% de CSG, 20% quasiment sur l'épargne, donc ça n'a pas arrêté d'augmenter. CRDS, là c'était créé à l'époque de Juppé, il a dit oh, ça sera temporaire, ça va durer 13 ans, vous voyez, c'était créé en 95, on est aujourd'hui en 2026, c'est toujours là, et ça va continuer, vous voyez. Donc tout ça pour dire, non, il faut inverser tout ça, redonner du pouvoir d'achat. Vous baissez les impôts, mais dans le même temps, il faut aussi baisser les dépenses publiques. Bien sûr. Voilà. Et c'est là que le bas blesse. Personne n'a le courage de baisser la dépense publique. Alors, quand je dis la dépense publique, ça veut dire qu'il faut baisser notamment les dépenses de fonctionnement. Parce que c'est ça qui est fou. Encore une fois, ce chiffre de l'INSEE, je n'invente rien. Qu'est-ce qui a le plus augmenté ces dernières années dans les dépenses publiques? Ce ne sont pas les dépenses sociales, qui ont quand même augmenté de 14% depuis 2021. Et qui vont continuer d'augmenter. Mais ce sont les dépenses de fonctionnement. Plus 24%. Vous vous rendez compte? Je croyais que c'était une priorité de les baisser. Eh ben voilà, mais c'est du pipeau, c'est mon expression. C'était du marketing. 24% de hausse des dépenses de fonctionnement depuis 2021. 106 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? Donc là, il y a des choses à faire. Vous voyez, moi, c'est pour ça que je dis, par exemple, on a ce qu'on appelle en France les ODAC.
organismes divers d'administration centrale. Voilà. Et donc, c'est des agences d'État, etc. Je ne parle pas des comités Théodule, hein. Ça coûte à peu près moins d'1 milliard, ça va. Ça va. Il faut les supprimer aussi, mais je veux dire... mais il y a 700 ODAC, donc en France. Vous savez combien ça coûte chaque année, ce truc-là? 150 milliards d'euros. 150 milliards d'euros. Donc on a un peu de marge de manœuvre, ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que, je veux dire, là, on peut réduire. Franchement, il n'y aura personne dans la rue parce qu'il y a plein de doublons, etc. Le millefeuille administratif, ça coûte à peu près 8 à 10 milliards d'euros chaque année. On sait très bien, voilà, donc faisons des économies là où on peut en faire, mais des vraies économies. Pas, on va réduire un peu là, réduire ici. Non, des vraies économies, un vrai électrochoc. Il faut un grand soir. Des grands soirs. Un grand soir positif. Oui, plusieurs grands soirs. Grand soir de la fiscalité. Réduire les impôts et les simplifier aussi, parce qu'on a une fiscalité complètement, je dirais, alambiquée, trop complexe. Grand soir de la dépense publique, grand soir du marché du travail, réduire les charges qui pèsent sur les salaires et donc augmenter les salaires nets. L'imposition. Voilà, tout à fait, mais ça veut dire qu'après on va réorganiser justement les dépenses vers le social notamment. On va se poser la question évidemment du social, tous les gaspillages, toutes les fraudes, etc. qui existent en permanence. Mais moi je ne parle pas, parce que les fraudes, c'est pas, moi je vois aussi beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont trompés dans leur déclaration URSSAF, un truc comme ça, contrôle fiscal, bam, ils sont explosés, ils ferment la boîte. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de boîtes aujourd'hui, malheureusement, contrôle fiscal qui se passe mal, on ferme la boîte. Derrière, il y a des dizaines, voire des centaines de salariés au chômage. C'est très dangereux. C'est-à-dire, c'est pas constructif. Moi, je me rappelle une fois, j'avais fait un débat sur une émission il y a quelques années déjà. Il y avait un inspecteur du travail qui m'a dit avant que l'émission ou après que l'émission, je ne me rappelle plus très bien. Il me dit de toute façon, moi, je préfère qu'une entreprise fasse faillite plutôt qu'elle ne respecte pas le droit du travail. Complètement fou. Et des gens complètement dogmatiques. Ils sont dangereux, ces gens-là. Vous voyez ? Donc, voilà, il faut redonner de l'espoir. Donc, si vous baissez les impôts, vous baissez les dépenses, vous baissez les charges, vous créez des fonds d'investissement pour financer la retraite, également ce qu'on appelle des fonds de pension, mais voilà, là, vous donnez un bol d'air, vous redonnez de l'espoir, vous financez l'innovation, vous faites des bonnes formations, parce que les formations, aujourd'hui, on sait très bien qu'elles ne vont pas là où veulent les entreprises. Pas d'adéquation entre la réalité économique et la formation. Exactement, il y a des pénuries de main-d'œuvre et le chômage qui augmente. Il y a un problème, vous voyez, voilà. Donc, c'est ça. C'est possible. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je préconise ça depuis quelques années, c'est vrai, peut-être même une quinzaine d'années, plus ou moins, j'ai ajusté ici. Ah oui, aussi les normes, toutes les normes, etc., que nous avons en France. On a un choc de simplification. Exactement. Donc, ça fait des années que je préconise ça, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques années, on me disait, non, mais attendez, si on fait ça, ça va être la récession, ça va être horrible. Sauf que maintenant, plein de pays l'ont fait. Ouais. Et ça marche. Vous voyez, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, bon, même si l'Allemagne souffre, l'Espagne, etc. La Grèce, bien sûr. La Grèce, regardez, comme ils nous, aujourd'hui, presque, ils nous font, ils nous montrent qu'ils ont fait des efforts, ils sont en train de rembourser par anticipation leurs dettes. Vous voyez, ils nous narguent presque, entre guillemets. Bon, non, mais ils ont raison d'être fiers aussi. Mais ils ont souffert. Moi, c'est ça que je dis aujourd'hui. Faites attention, parce que si on n'affronte pas la réalité, à la fin, on va souffrir effectivement comme les Grecs. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est que je pense que les Français, comme ils n'ont pas cette culture économique, comme un peu les Grecs aussi d'ailleurs, ils ne sont pas prêts à ce qui peut se produire. Non, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont souffrir, c'est quoi? C'est notre pouvoir d'achat qui va baisser, les retraites qui vont diminuer? Ça veut dire c'est que si ce qui s'est passé en Grèce, ça veut dire baisse du pouvoir d'achat, baisse des salaires, baisse des retraites. Pareil pour les fonctionnaires, il y aura baisse des traitements. Ça veut dire également le chômage qui va augmenter, donc moins de pouvoir d'achat, etc. C'est horrible. Rappelez-vous ce chiffre. La Grèce, moins 30% de baisse du PIB en 3 ans. Aujourd'hui, on est encore 14% en deçà du niveau de 2008. Rendez-vous compte, c'est comme si vous avez votre revenu de 2008, moins 14%. Ça fait de la peine. Ça veut dire que vous n'avez pas vraiment évolué dans la vie, quoi. Donc c'est dangereux. Donc je ne veux pas ça pour mon pays. Je ne veux pas ça pour mes enfants, mes petits-enfants. Donc, sinon, ils vont partir. Moi, ce qui m'effraie, c'est qu'aujourd'hui, je vois plein de jeunes qui quittent la France. Je dis, regardez. Bon, c'est un petit peu indirect, mais ce qui se passe sur la révolution de l'IA, par exemple, ou même du numérique. Allez, voyons plus large, le numérique. Combien d'entreprises du numérique cartonnent aujourd'hui en France? Bon, il y en a 1 ou 2, 3, allez, 4. C'est tout, mais c'est tout très très bas. Il n'y a que des Américains. Bon, je ne parle pas des Chinois, mais des Américains. Il n'y a même pas des Européens. Donc, il y a un problème aussi. Ce que je veux dire, on a raté la révolution Internet, on a raté la révolution du numérique, on a raté la révolution plus ou moins des nouvelles technologies de l'énergie, on est en train de rater la révolution de l'IA, mais qu'est-ce qui va nous rester? D'autant que si l'écart se creuse trop, effectivement, après ça ne fait que... Oui, et c'est ça qui aujourd'hui m'inquiète, et comme on l'a dit tout à l'heure pour commencer l'émission, à la fin, qui paye? Ce sont les Français, enfin les citoyens.
C'est ça qu'il faut même prendre compte, c'est que là, on se dit, oui, ben c'est bon, on va taxer les riches, mais évidemment, on va se refaire. Mais non, ça ne marchera pas comme ça, parce qu'il n'y aura pas, justement, en augmentant les impôts, vous allez casser encore plus l'activité économique, et donc il y aura plus de chômage, ça veut dire plus de misère sociale. Et je peux vous en parler, parce que moi, j'ai connu cette situation compliquée. C'est quand je suis rentré sur le marché du travail, il y avait un taux de chômage à 13%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était une autre époque. Mais quand même, on avait cet espoir. Aujourd'hui, on est à 8,2% et ça paraît complètement fou. Imaginez demain si le PIB baisse vraiment de 2%, par exemple. Ne serait-ce que 2% de baisse du PIB en France. Catastrophe. Donc on n'est pas préparé à ça. Et l'INSEE l'a annoncé dernièrement. Vous avez aujourd'hui 56% des Français qui vivent grâce à la dépense publique. 50, c'est-à-dire globalement qui reçoivent plus que ce qu'ils donnent. 56%, il y a un problème d'ici. Mais donc si vous baissez ça en réduisant le budget de fonctionnement de l'État, il faut trouver à nouveau relais d'activité, il faut trouver des jobs pour tout le monde. Et si vous réduisez justement, c'est ce que je dis toujours, parce que vous me dites, si vous supprimez les fonctionnaires, on ne peut pas les virer. Les supprimer comme ça, c'est compliqué. Voilà, mais par contre, ceux qui partent à la retraite, on ne les remplace pas. Non, remplacement. Ce qu'avait promis Sarkozy, qui n'a jamais été fait. Ce qu'il avait promis. Quel est le président qui a le plus augmenté le nombre de fonctionnaires? Macron. C'est incroyable. Eh oui, il faut regarder les chiffres. Voilà, c'est juste ce que je fais. Certains me disent, oh, mais t'es dur contre Macron. Mais j'ai rien contre lui, particulièrement. Sauf que, malheureusement, lui, il a peut-être quelque chose contre vous. Ah, certainement. Mais je veux dire, en tout cas, excusez-moi l'expression, il a fait du sale boulot. C'est-à-dire que, moi, j'ai de la peine parce que, comme vous, comme nous tous, on aime la France. On veut que ce pays s'en sorte. On ne peut pas laisser ce pays comme ça s'effondrer. C'est ce que je veux dire. Là, c'est le Titanic, il a déjà touché l'iceberg et on joue de la musique. Il faut arrêter. Vous comprenez? Donc, non, moi j'ai de la peine. J'ai de la peine. Et je me dis, voilà, il faut. Et donc, simplement, ce que font ces dirigeants-là, ils gagnent du temps. Donc, ils pensent à eux, ils pensent à être réélus, etc. On le voit dans les candidats qui là, ça ne va pas s'arranger avec la période de campagne. Et voilà, puis on voit dans les candidats qui se présentent. Bon, en gros, il y en a qui ont déjà été au pouvoir, qui ont déjà eu le pouvoir. Ils se présentent en disant, oui, on va faire la même chose qu'avant. Oui, parce que sinon, ça va être. Voilà. Moi, je pense que malheureusement, on va toucher vraiment. On risque d'avoir une crise assez grave. Et pour être très honnête, là, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais je ne suis même pas sûr qu'on va pouvoir tenir comme ça jusqu'en 2027. Je ne sais pas. 2027, c'est demain. Ah ouais, oui, mais attendez, tous les jours, il y a son lot de faillites d'entreprises, des grosses boîtes. Parce qu'avant, il y avait les petites PME, voire les TPE, ça allait, entre guillemets, ça faisait pas trop de vagues. Aujourd'hui, vous avez les grandes entreprises et les ETI, ce qu'on appelle les ETI, entreprises de taille intermédiaire, dont les faillites explosent. Vous voyez, on est 16% au-dessus de leur sommet historique de 2009, la récession de 2009. Les grandes entreprises, donc là, c'est pas 10 salariés, c'est des centaines de salariés. Vous voyez? Mais alors, est-ce qu'il nous reste de la marge de manœuvre? C'est-à-dire que c'est formidable de partager ensemble des constats. Néanmoins, une fois qu'on aura touché ce fond de la piscine très profond, comment est-ce qu'on remonte? Eh ben, je vous dis, voilà, la thérapie de choc bienveillante. D'accord. Là où je suis déçu, c'est que pour l'instant, je vois pas tellement de candidats qui ont envie de le faire. Non, c'est ça qu'il faut mettre en œuvre les choses. Il faut le faire. Peut-être on va le faire avec Agora, on va faire. Je les plaisante, mais non, c'est bon. Mais la politique, ça vous a déjà tenté? Non, j'ai eu des propositions, etc. Mais en fait, j'ai très vite compris qu'en fait, la politique, c'est on vous utilise. On va vous utiliser, vous avez un petit pouvoir médiatique. Moi, j'ai vécu parce que je les ai rencontrés à plusieurs reprises. Et donc, par contre, si vous dites pas ce qu'ils veulent vous entendre dire, là, ils vous explosent. Parce que je veux dire, là, ils vous embêtent, entre guillemets. Alors, ça m'intéresse pas, ça. Et moi, je veux vous dire, l'indépendance, il n'y a pas plus beau. C'est formidable, le fait d'avoir créé effectivement mon cabinet en 2007. Au début, c'était un peu dur, vous savez, j'avais un peu de peine, quoique j'ai créé mon cabinet avec des clients. C'est-à-dire c'est les clients de Natixis qui m'ont appelé, non, on veut continuer à travailler avec vous, etc. Voilà. Mais l'indépendance, il n'y a rien de plus beau. La liberté, il n'y a rien de plus beau. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que pour être libre, il faut pouvoir dire la vérité. Si vous ne pouvez pas dire la vérité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas libre. Oui. Donc c'est très important et d'avoir cette liberté d'expression. Donc on a la chance encore d'être en France, d'avoir quand même cette liberté d'expression, il ne faut quand même pas l'oublier, mais elle est quand même menacée. Oui. Donc c'est pour ça aujourd'hui il faut, il faut dire les choses et les solutions existent. C'est ça la bonne nouvelle. Ouais, c'est les ça, solutions... une note un peu optimiste dans cette fin d'interview. Vous savez, quand je fais mes conférences, je termine toujours par 2 points. Souvent, je fais pour les entreprises, par exemple, ou quand je fais par exemple pour les épargnants, je leur dis voilà, comment sortir de la crise. Il faut être plus fort que la crise. Il faut développer des stratégies anti-crise. Alors, je ne vous dis pas tout, parce qu'on va en parler dans les prochaines vidéos, mais c'est ce qui va permettre justement on peut être plus fort que la crise. Les crises font partie de la vie économique. Il ne faut pas avoir peur des crises. Simplement, il faut être plus fort qu'elles. Il faut les anticiper, il faut les analyser, et il faut savoir comment on s'en sort. Mais on peut le faire. Vous voyez. Ce qui est horrible, c'est de dire, ah non, il n'y a pas de crise. Mais quand on est dedans, là, c'est fini, vous êtes mort. Donc voilà, il faut anticiper, c'est mon métier. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre les bonnes mesures. Donc c'est ça l'espoir. Donc je termine toujours avec mes conférences avec
comment on s'en sort sur les entreprises, pour les ménages, pour les épargnants, par exemple. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine émission. Et parallèlement, comment on sauve la France. Parce qu'on peut encore sauver la France. Moi, je refuse de dire, c'est fini, on ne pourra pas sauver la France. Les mesures existent. Par contre, c'est vrai que, vous voyez, il y a une quinzaine d'années, un peu plus même, il y avait 52% de dépenses publiques par rapport au PIB. J'avais dit qu'il faut les baisser à 50. Et on m'avait dit, oh non, je vais avoir tout le monde dans la rue, c'est horrible, on ne veut pas, je veux la paix sociale. Donc, ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, on est à plus de 57%, bientôt 58%. Donc, plus le temps passe, plus c'est dur, vous voyez, de faire les vraies réformes. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça arrivera. Je pense que de plus en plus de Français sont conscients de la réalité. En tout cas, ce qui compte aujourd'hui, c'est de protéger son épargne, protéger ses emplois, protéger la France. Et on pourra effectivement, comme ça, s'en sortir, prendre les bonnes mesures. Mais c'est vrai qu'avec les dirigeants actuels, puis ceux qu'on nous propose pour demain, je ne suis pas très optimiste, mais ça va revenir. On va y arriver, Il faut garder l'espoir. En tout cas, effectivement, quels que soient les dirigeants que nous ayons, l'objectif, c'est de tenter de comprendre ce que l'on peut faire à un niveau individuel aujourd'hui. Tout à fait. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Marc. Et à très bientôt pour la suite des événements. Voilà les amis, nous sommes parvenus au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.